Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble des témoignages pris sur internet ou dans des livres de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des glitches dans la réalité, des choses mystérieuses qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Et pourtant, elles sont sûres et certaines de les avoir vécues. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va voir plein de thèmes particuliers, de mystères liés à la réalité. Si vous passez un agréable moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Et si vous avez des histoires un peu similaires de bugs dans la réalité, n'hésitez pas à me les envoyer là-bas, c'est avec plaisir que je lirai et peut-être qu'à l'avenir ça fera un format où je raconterai vos bugs dans la réalité, donc allez y faire un tour. Si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour voir ensemble notre iceberg des bugs dans la réalité. On a tous déjà perdu un objet. On l'oublie, on le cherche et puis on finit généralement à passer à autre chose. Mais dans certaines histoires, le problème, c'est pas seulement la disparition, c'est la manière dont l'objet revient, l'endroit où il réapparaît ou le fait qu'il semble avoir existé ailleurs sans réelle logique. Dans ce chapitre, on va voir des histoires concernant des objets du quotidien qui semblent échapper aux règles habituelles. Je me souviens très bien de l'année où tout a commencé. C'était à l'été 2017. À l'époque, je travaillais dans un chenil. Un travail banal, bruyant, rythmé par les aboiements et les gestes mécaniques. J'avais acheté récemment une paire de petites boucles d'oreilles, très simples. Des clous avec une petite gemme arc-en-ciel au centre. Rien de précieux, mais je les aimais bien. Un jour, pendant mon service, un chien m'a donné un coup de tête un peu trop brusque. J'ai senti un choc sec contre mon oreille et immédiatement après, quelque chose tombait au sol. La gemme s'était détachée et avait roulé sur le béton. Je l'ai ramassée, contrarié, et je l'ai glissée dans ma poche en me disant que je la réparerais plus tard. À la fin de ma journée, en vidant mes poches dans la voiture, j'ai repris la tige et la gemme et je les ai posées dans le vide-poche central entre les deux sièges. Je me souviens très clairement de ce geste. Je voulais m'en occuper plus tard. Et une semaine plus tard, j'y ai repensé. J'ai ouvert le vide-poche pour récupérer la gemme. Elle avait disparu. J'ai fouillé partout. Absolument partout, entre les sièges, sous le tapis, dans les moindres recoins. Rien, pas de gemme, pas de traces. J'ai fini par abandonner, frustré, en me disant que c'était perdu pour de bon. Les mois ont passé, puis les années. J'ai nettoyé cette voiture plusieurs fois, j'ai changé mes habitudes. J'ai commencé à vapoter, puis j'ai arrêté. J'ai changé des pièces, des accessoires, des objets à l'intérieur. Parfois, je repensais à cette gemme disparue, mais sans plus. C'était juste un objet perdu parmi d'autres. 2 ans ont passé. Puis en 2019, un jour tout à fait ordinaire, je conduisais avec un ami assis sur le siège passager. On discutait tranquillement. À un moment, j'ai ouvert la bouche pour lui répondre et j'ai senti quelque chose tomber. Instantanément, j'ai paniqué. J'ai cru que c'était une dent. J'ai eu une peur viscérale de perdre mes dents. J'ai immédiatement tiré sur le bas-côté, le cœur battant, presque certaine que quelque chose venait de se briser dans ma bouche. J'ai regardé sur mes genoux, c'était la gemme, la même, la petite pierre arc-en-ciel de ma boucle d'oreille, perdue depuis 2 ans. Je suis resté figé. Je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vécu. Elle est tombée de ma bouche. Je l'ai sentie là, juste avant de parler. Ce n'était pas un objet posé ailleurs, ce n'était pas une confusion. Il n'y avait rien d'autre sur mes genoux. Ma voiture avait été nettoyée récemment, il n'y avait aucun objet qui aurait pu être confondu avec cette gemme. Je sais aussi ce que ce n'était pas. Elle n'était pas coincée dans mes sinus, elle était bien trop grosse pour ça. Elle n'était pas dans ma cigarette électronique, cela aurait été impossible sans que je m'en rende compte. Je ne l'avais évidemment pas gardée dans ma bouche pendant 2 ans. Il n'y a aucune explication logique qui tienne. Aujourd'hui encore, je repense à cet instant précis. À ce moment où quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps est réapparu, à l'endroit le plus impossible qui soit. Et chaque fois que j'y pense, une question revient inévitablement. Où était cette gemme pendant tout ce temps ? J'ai toujours été quelqu'un de très routinier avec mes affaires. Quand j'utilise un objet tous les jours, il a sa place, et je ne déroge jamais à cette règle. À cette époque, je fumais, et j'utilisais toujours le même briquet. Un
briquet Bic bleu avec l'étiquette arrière arrachée. Ce n'était pas le seul briquet que je possédais, mais c'était le seul que j'utilisais réellement. Les autres étaient rangés quelque part, dans un tiroir ou un sac, des endroits où je ne mets jamais les mains sans raison précise. Ce briquet bleu, je l'avais sur moi en permanence, toujours dans la même poche quand je sortais, toujours posé exactement au même endroit quand je rentrais chez moi. Un jour, au travail, plusieurs heures après le début de mon service, je suis sorti prendre une pause pour fumer. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais plus mon briquet. J'ai tout de suite su où j'avais dû le perdre. La dernière fois que je l'avais utilisé, c'était pendant ma pause déjeuner dans un Subway. J'y étais allé environ 1h30 plus tôt. J'ai supposé qu'il était tombé de ma poche là-bas sans que je m'en rende compte. Sur le moment, ça m'a agacé, mais j'ai fini par accepter l'idée. J'ai acheté un nouveau briquet, un briquet vert, et j'ai continué ma journée. En rentrant chez moi, je suis allé dans ma chambre. J'ai posé mes affaires comme d'habitude, et là, sans même chercher quoi que ce soit, je l'ai vu. Mon briquet bleu. Il était exactement à l'endroit où je le pose toujours. Je me suis figé. J'ai vraiment essayé de raisonner. La seule explication possible, rationnellement, serait que je n'ai pas pris mon briquet bleu ce matin-là et que j'ai utilisé un autre briquet toute la journée sans m'en rendre compte, mais ça ne collait pas. Je garde toujours mon briquet, mes cigarettes, mon portefeuille et mes écouteurs ensemble. Je prends tout en même temps, machinalement. Je n'oublie jamais l'un sans les autres. Et surtout, je sais reconnaître un briquet. Si j'avais utilisé un autre briquet, d'une autre couleur, je l'aurais remarqué à un moment ou à un autre dans la journée. Et puis, il y a un autre détail qui me dérange encore plus. Je n'ai qu'un seul briquet bleu avec l'étiquette arrachée. Je suis absolument certain de ne pas en posséder deux. Alors une question s'impose. Si mon briquet bleu était chez moi à sa place, quel briquet ai-je utilisé toute la journée? Et surtout, comment celui que je croyais perdu a-t-il pu revenir exactement là où il devait être? Je sais qu'il doit exister une explication rationnelle, certainement, mais même en le sachant, rien ne colle vraiment. Et encore aujourd'hui, quand j'y pense, quelque chose cloche. J'avais environ 17 ans. Je me préparais pour sortir prendre un café avec une amie. Comme d'habitude, j'ai attrapé ma trousse de maquillage pour me préparer. À l'intérieur, je gardais toujours mes éponges. J'en avais trois éponges bleues identiques. Je ne les sortais jamais de cette trousse et je ne l'emmenais nulle part. Deux d'entre elles avaient déjà disparu depuis quelque temps, ce que je trouvais étrange, mais j'étais certaine qu'il m'en restait au moins une. Ce jour-là, en ouvrant la trousse, il n'y en avait aucune. J'ai fouillé, encore et encore, j'ai vidé la trousse, j'ai regardé autour de moi, rien. J'ai commencé à m'énerver. Ma cousine plus jeune vivait juste à côté et venait souvent à la maison. J'ai pensé qu'elle avait peut-être pris mes affaires sans demander. Agacé, je suis allé dans la chambre de ma sœur avec ma trousse de maquillage. Ma mère était là aussi. Je me suis plainte, j'ai râlé, j'ai expliqué que mes affaires disparaissaient sans arrêt. Elles m'ont aidé à chercher, on n'a rien trouvé. Finalement, j'ai abandonné. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à me maquiller quand même en utilisant un petit miroir compact posé devant moi. À un moment, j'ai baissé les yeux pour attraper un pinceau. Et là, une éponge bleue était posée juste devant moi, sur le sol. Je suis resté figé. Je savais pertinemment qu'elle n'était pas là quelques secondes plus tôt. Je ne l'avais pas simplement remarqué, je l'ai vue apparaître. Et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, une deuxième éponge est apparue, puis une troisième, sous mes yeux. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas un jeu de perspective. Elles se sont matérialisées presque instantanément, comme si quelqu'un les avait déposées à une vitesse impossible à percevoir. Ma mère et ma sœur ont vu les éponges, elles aussi. Elles ne les ont pas vues apparaître exactement comme moi, mais elles ont vu qu'elles étaient là alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Nous sommes restés là, toutes les trois, à fixer ces objets posés sur le sol. Personne ne parlait et personne ne comprenait. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce qui s'est passé. Ce n'était pas un tour, ce n'était pas une blague, et ce n'était pas quelque chose que j'ai imaginé. Encore aujourd'hui, ce souvenir me hante, parce que perdre un objet c'est une chose, le retrouver aussi, mais voir quelque chose apparaître devant soi sans aucun moyen de comprendre comment, ça, c'est encore autre chose. Un soir, mon téléphone a vibré. C'était Carrie, une amie proche. J'ai décroché, mais la ligne était saturée de grésillements. Impossible de distinguer quoi que ce soit. Puis l'appel a coupé. Quelques minutes plus tard, Carrie m'a rappelé. Elle était confuse. Elle m'a demandé pourquoi je l'avais appelée et je lui ai dit que ce n'était pas moi. Elle a insisté. Selon elle, j'avais appelé quelques minutes plus tôt et je lui avais parlé d'une pierre rouge brillante posée sur mon perron. Je lui ai dit que c'était impossible, il n'y avait aucune pierre. Elle a juré que la conversation avait été claire, que je parlais normalement et que je semblais inquiet à propos de cette pierre. Depuis ce jour,
Chaque matin, quand je sors de chez moi, je regarde mon perron. Et parfois, je me demande si un jour, elle sera là. Voir quelqu'un où il ne devrait pas être, c'est déjà troublant. Mais le plus dérangeant, parfois, c'est quand cette personne semble parfaitement réelle, cohérente, presque normale sur le moment. Dans ces histoires, des proches apparaissent, disparaissent, se dédoublent ou semblent même exister dans deux endroits différents. Et à chaque fois, il y a une question qui se pose, qui était réellement là? Ce soir-là, nous n'avions rien fait d'inhabituel. Mon petit ami et moi étions allés faire quelques courses. Trois choses, pas plus. Rien qui mérite qu'on s'en souvienne particulièrement. Dans le magasin, je le suivais, littéralement. Je regardais son dos avancer entre les rayons, je ne l'ai pas quitté des yeux. À un moment, nous sommes arrivés au fond du magasin, là où se trouvaient les boissons. J'ai vu mon petit ami se retourner vers moi, sourire, puis s'engager dans une petite alcôve à côté des rayons. Un espace ouvert avec des palettes de pâtes empilées. Je l'ai suivi et quand je suis entré dans cet espace, il n'était plus là. Pas derrière une pile, pas accroupi, pas en train de plaisanter. Il avait disparu. J'ai appelé son nom, j'ai regardé partout, même là où ça n'avait aucun sens. Et rien. Je suis ressorti, confuse, le cœur battant un peu plus vite que nécessaire. Et je l'ai percuté. Il était là, devant moi. Il s'est retourné aussitôt, surpris, et m'a demandé comment j'étais arrivé là. On s'est regardés, tous les deux déstabilisés. Selon lui, j'étais resté à côté de lui tout le temps. Il m'avait vu près des frigos, il s'était retourné, m'avait regardé. Il était certain que c'était moi. Selon moi, je l'avais vu sourire et s'éloigner dans cette alcôve. Je l'avais suivi, et il avait disparu. Dans la voiture, on a essayé de comprendre, d'abord calmement, puis avec frustration. On a fini par se disputer, chacun certain de ce qu'il avait vu. Ce n'était pas une blague, on se jurait mutuellement qu'on ne mentait pas. Alors on a fait quelque chose d'absurde. On a dessiné le plan du magasin pour essayer de prouver que l'un de nous avait raison, pour essayer de se rassurer. Mais rien ne collait. Nos deux versions étaient claires, précises, vécues, et pourtant incompatibles. Encore aujourd'hui, je sais ce que j'ai vu et lui sait ce qu'il a vécu. Et ce qui me trouble le plus, ce n'est pas de ne pas savoir qui a raison, c'est de me dire que, peut-être, nous avons vécu deux réalités différentes, au même moment, au même endroit. C'était un matin comme les autres. Un jour de neige, l'école avait été annulée et je m'étais levé plus tard que d'habitude. En descendant à la cuisine pour me faire un café, je suis passé par le salon. Ma mère était assise sur le canapé. Elle regardait quelque chose sur son téléphone. Mon père était assis à côté d'elle, lisant le journal. Ma mère m'a dit bonjour. Je lui ai répondu. Mon père, lui, n'a pas levé les yeux. Il n'a rien dit. Il continuait simplement à lire, tournant les pages du journal. Sur le moment, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais pas inquiétant. Je me suis dit qu'il n'avait pas envie de parler. Je me suis fait un café, puis je suis revenu dans le salon. J'ai échangé quelques phrases avec ma mère, toujours aucune réaction de mon père. À un moment, nos chats ont gratté à la porte d'entrée. Avec la neige, ils voulaient rentrer. Ma mère s'est levée précipitamment pour aller leur ouvrir. Je l'ai suivi en continuant à parler de choses sans importance. Du coin de l'œil, j'ai vu mon père se lever à son tour, journal à la main. Il a traversé la pièce, puis la cuisine, et s'est dirigé vers la salle à manger qui donne sur la porte arrière. Je me suis arrêté net. Je me suis dit que c'était franchement impoli de m'ignorer à ce point. Agacé, je suis allé dans la salle à manger pour lui demander ce qu'il avait, et il n'y avait personne. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, et elle est bruyante, impossible de ne pas l'entendre. Et pourtant, mon père n'était ni dans la pièce, ni sur le perron, ni dans le jardin. Complètement déstabilisé, je suis retourné voir ma mère. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas avec papa ce matin-là, et elle m'a regardé, perplexe. Elle m'a répondu qu'il dormait à l'étage. J'ai insisté. Je lui ai dit qu'il était assis à côté d'elle, qu'il lisait le journal, qu'il s'était levé et qu'il était parti vers l'arrière de la maison. Elle a froncé les sourcils, puis m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Mon père avait travaillé de nuit. Il n'était pas encore levé, il dormait profondément à l'étage. Je n'y ai pas cru. Je suis monté rapidement, je suis entré dans leur chambre et il était là, allongé dans le lit, endormi. Ce que j'avais vu en bas était impossible et pourtant je l'avais vu clairement. J'avais entendu le froissement du journal, j'avais vu ses pas, son attitude, sa présence. Ma mère, elle, n'avait rien vu, rien entendu. Je n'ai jamais su ce que c'était. Un double, une hallucination, une erreur de la réalité. Je sais seulement une chose. Ce matin-là, j'ai vu mon père, alors qu'il n'était jamais descendu. J'avais 13 ou 14 ans. Tous les jours après l'école, j'arrivais chez moi en premier. Ma maison se trouvait à la campagne, au bout d'un long chemin de terre, à côté d'une ferme.
Il n'y avait presque pas de voisins et ce qu'il y avait restait discret. En rentrant, j'avais toujours la même routine. Je fermais la porte derrière moi, je posais mes affaires, je vérifiais la gamelle du chien, puis je m'installais dans le salon. De là, j'avais une vue parfaite sur l'allée et sur l'endroit précis où le bus scolaire s'arrêtait. Ma sœur, plus jeune que moi, arrivait toujours un peu plus tard. Vers 15 h, j'avais pour habitude de garder la porte verrouillée jusqu'à ce que je la voie descendre du bus et s'engager sur l'allée. Ensuite, je déverrouillais pour qu'elle puisse entrer. Ce jour-là, tout s'est déroulé comme d'habitude. J'ai vu le bus s'arrêter, j'ai vu ma sœur en descendre, je me souviens même de ce qu'elle portait. Une veste, une écharpe, un grand sac à dos bleu-vert, un jean et des bottes. Je me suis levé pour déverrouiller la porte et quelques instants plus tard, j'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir, se refermer puis se verrouiller. Depuis le salon, je l'ai vue passer dans le couloir et se diriger vers sa chambre. Je l'ai appelée pour lui demander comment s'était passée sa journée, mais elle n'a pas répondu. Intrigué, je me suis levé et je l'ai suivie dans le couloir. Il faisait sombre, les lumières étaient éteintes, sa chambre aussi. Elle n'était nulle part. J'ai fait le tour de la maison, rien. La porte arrière était toujours déverrouillée et entr'ouverte, comme si personne ne l'avait refermée. Confuse, je l'ai verrouillée et je suis retourné au salon. C'est là que j'ai vu le bus, une seconde fois. Il s'est arrêté exactement au même endroit et j'ai vu ma sœur descendre, encore. Quand elle est entrée dans la maison, je lui ai immédiatement raconté ce qui venait de se passer. Je lui ai expliqué que je l'avais déjà vu rentrer, que je l'avais vu traverser le couloir. Elle m'a regardé, troublée. Elle m'a dit que la porte était verrouillée quand elle était arrivée et que d'habitude, je la laissais ouverte pour elle. Et il y avait autre chose. Cette fois-ci, elle ne portait pas la même tenue. Elle avait un t-shirt, une écharpe, un legging et des bottes. Rien à voir avec ce que j'avais vu la première fois. Je ne sais pas ce que j'ai vu ce jour-là, je ne sais pas si c'était elle, je ne sais pas si quelque chose l'imitait, je sais seulement une chose, j'ai vu ma sœur rentrer chez nous avant qu'elle n'y arrive réellement. Quand j'étais adolescent, j'avais un ami qui s'appelait Gavin. On se connaissait bien, on passait souvent du temps ensemble. Il n'y avait rien de particulier chez lui, rien qui ne le distinguait vraiment des autres garçons de notre âge. Un jour, je suis allé chez lui. Je connaissais bien la maison. J'y étais déjà allé plusieurs fois. J'ai frappé à la porte, comme d'habitude, en m'attendant à voir Gavin m'ouvrir. La porte s'est ouverte, mais ce n'était pas lui. L'homme qui se tenait devant moi me ressemblait. Enfin, il ressemblait à Gavin. Même visage, même trait, mais il était beaucoup plus âgé. Pas légèrement, pas de quelques années, plutôt une vingtaine d'années de plus. Un homme d'environ 40 ans. Il m'a regardé calmement, sans surprise, et il m'a dit oui. Je lui ai demandé si Gavin était là. Et il m'a répondu « Je suis Gavin ». Sa voix était normale, son ton aussi. Il ne plaisantait pas. Il ne semblait ni confus ni hostile, juste sûr de lui. Je suis resté figé. Je savais que c'était impossible. Gavin avait mon âge. Il ne pouvait pas être cet homme. J'ai bredouillé quelque chose, puis je me suis excusé, je suis parti complètement troublé. Je n'ai pas frappé ailleurs, je suis rentré chez moi. Plus tard, j'ai recroisé Gavin, le vrai Gavin. Même âge que moi, même apparence que d'habitude, rien n'avait changé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé en pensant qu'il allait rire ou me dire que c'était un membre de sa famille. Il a nié. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun homme comme ça chez lui. Aucun parent, aucun oncle, personne qui lui ressemblait de cette manière. Il avait l'air sincèrement troublé. Pas sur la défensive, pas moqueur, juste perdu. Je n'ai jamais revu cet homme. Je ne suis jamais retourné frapper à cette porte dans les mêmes conditions. Et je n'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante. Ce qui me dérange encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'avoir vu quelqu'un qui ressemblait à mon ami, c'est le fait qu'il m'ait regardé droit dans les yeux et qu'il ait dit sans hésiter « Je suis Gavin ». Il existe des instants où tout semble se produire normalement, jusqu'au moment où un détail montre qu'en fait, quelque chose ne colle pas, ou ne colle plus. Quelques secondes manquent, un événement semble avoir eu lieu avant d'arriver réellement, ou une scène paraît parfois se répéter sous une autre forme. Dans ce chapitre, ce ne sont plus seulement des objets ou des personnes qui posent problème, mais la chronologie elle-même. Je me souviens très précisément de ce soir-là. J'avais 19 ans et je rentrais d'une école de nuit. Mes parents venaient toujours me chercher parce qu'il faisait sombre et que les routes étaient souvent dangereuses, surtout en hiver. Ce soir-là, c'était mon père qui conduisait. Il avait beaucoup neigé. La route était glacée. Je me rappelle très bien avoir regardé mon téléphone juste avant de monter dans la voiture. Je l'ai gardé dans mes mains quand je me suis assise sur le siège passager, comme je le fais toujours, posé entre mes genoux. Je sentais la petite prise à l'arrière, sous ma paume. On a pris l'autoroute, et un peu plus loin, un conducteur roulait beaucoup trop vite devant nous.
On a rapidement compris qu'il était ivre. L'information est passée à la radio routière. Quelques secondes plus tard, sa voiture a dérapé sur la glace, s'est retournée et s'est immobilisée sur la chaussée. À ce moment-là, un énorme camion-citerne roulait juste devant nous. Il a freiné brutalement pour éviter l'accident. Mon père a dû faire une manœuvre violente pour ne pas percuter le camion qui se trouvait du côté où j'étais assise. Pendant ces quelques secondes, tout s'est compressé. Je me souviens d'une odeur très forte, métallique, une odeur de sang intense qui a duré à peine 2 secondes, puis plus rien. Je ne sentais plus mon téléphone dans mes mains. Sur le moment, je me suis dit qu'il avait dû tomber. Avec la panique, les mouvements brusques, ça me semblait logique. Je me suis simplement dit que je le ramasserais une fois rentré à la maison. Quand nous sommes arrivés, j'ai cherché partout dans la voiture, sous les sièges, entre les portières. Avec la lampe de mon père, impossible de le retrouver. Puis quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. Un de mes camarades d'école a envoyé un message à mon père. Le message disait que j'avais oublié mon téléphone sur une table à l'école. Selon lui, le téléphone était apparu sur le bureau après mon départ. Il ne l'avait pas vu tout de suite. Il l'avait remarqué un moment plus tard, à peu près à l'heure exacte où nous avions évité l'accident avec le camion. Tout correspondait. Mon téléphone n'était jamais monté dans la voiture ou alors il en était sorti. Je n'ai aucune explication, je sais simplement ce que j'ai vécu. Je l'avais en main, je sentais sa présence et à un moment précis, il n'était plus là. Parfois, une pensée me traverse l'esprit. Une pensée que je n'aime pas. Et si, sur cette route glacée, ce n'était pas seulement mon téléphone qui avait disparu. Ce jour-là, avant même que quoi que ce soit n'arrive, j'avais un mauvais pressentiment. Une sensation lourde, diffuse, comme une alarme silencieuse qui ne s'éteint pas. Je marchais avec mon fiancé, on rentrait d'une soirée chez des amis. La rue était calme, presque trop, et soudain, une voiture est arrivée à une vitesse absurde. Le conducteur était ivre, ça se voyait immédiatement. Il zigzaguait, le regard vide comme s'il n'avait rien derrière ses yeux. Il fonçait droit sur nous. Et pourtant, à la toute dernière seconde, la voiture s'est arrêtée net. Pas de crissement de pneus, pas de perte d'adhérence, rien. Juste l'arrêt. C'était impossible compte tenu de sa vitesse. Nous sommes rentrés chez nous, encore sous le choc, en essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. On se répétait que ça allait, que c'était passé, que nous étions en sécurité. Mais le lendemain, quelque chose était différent. Pas quelque chose de spectaculaire, quelque chose de subtil, presque invisible. Mon chapeau n'était plus le même. Je le portais depuis longtemps, je connaissais chaque détail. Avant, la tache à l'arrière était un bouton pression. Maintenant, c'était du cuir. Je le savais, j'en étais certaine. Ma voiture aussi semblait différente, dans un état bien plus mauvais que dans mes souvenirs. Des dégradations que je ne pouvais pas expliquer. Et puis, il y avait ces objets. Des choses que je croyais perdues depuis des années, qui réapparaissaient soudainement comme si elles avaient toujours été là. Mon fiancé ressentait la même chose. Il ne savait pas dire quoi exactement, mais il se sentait déplacé, comme si quelque chose clochait sans pouvoir mettre le doigt dessus. On en a plaisanté, nerveusement. On s'est dit à moitié sérieux qu'on espérait au moins être arrivé dans le même univers. Mais au fond, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression. Comme si, à cet instant précis où cette voiture aurait dû nous percuter, quelque chose avait changé et que depuis, même si tout ressemble au monde d'avant, ce n'est peut-être plus exactement le même. J'avais 17 ans en 1993. J'étais à Lollapalooza à Orlando. Une journée étouffante, bruyante, saturée de musique et de foule. J'étais habillé tout en noir. Un jean noir des Rangers militaires et un t-shirt noir du groupe Ministry acheté lors de leur tournée Psalm 69 l'année précédente. À l'époque, ce n'était pas une tenue rare dans ce genre de festival, mais ce détail va avoir son importance. Pendant le concert de Primus, j'étais dans la fosse. Je tournais dans le mosh pit, porté par la musique, par le mouvement constant. À un moment, j'ai percuté un autre type assez violemment avec l'épaule. Rien d'anormal. À l'époque, c'était presque la règle. Quand tu cognais quelqu'un, tu te retournais immédiatement pour vérifier qu'il allait bien. Je me suis retourné et le temps s'est arrêté. L'homme en face de moi, c'était moi. Même visage, même âge, même corpulence, même tenue, jusque dans l'usure du t-shirt et la décoloration du tissu. La seule différence que j'ai pu noter dans cet instant figé, c'est que ses cheveux semblaient légèrement plus courts que les miens, peut-être 1 centimètre ou 2, comme si les miens avaient eu quelques mois de plus pour pousser. Nous nous sommes regardés droit dans les yeux. Pendant 1 ou 2 secondes qui m'ont paru irréelles, tout autour de nous semblait suspendu. Puis le mouvement est revenu, la foule nous a séparés et je ne l'ai jamais revu. Sur le moment, je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. La musique, la fatigue, l'adrénaline, j'ai sans doute rangé ça dans un coin de mon esprit. Avec le recul, c'est ce qui me trouble le plus aujourd'hui. Je n'ai pas cherché à comprendre,
Mais ce n'était pas fini. En quittant le site du concert, un homme assis sur une couverture a commencé à nous interpeller, mon ami et moi. Il nous posait des questions étranges, comme s'il nous connaissait. À un moment, il s'est levé, m'a rattrapé et a posé ses mains sur mes épaules pour m'arrêter. Il m'appelait par un autre prénom. Il avait l'air sincèrement confus, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Le lendemain, un autre ami présent au festival m'a contacté en ligne. Il m'a demandé pourquoi je l'avais agressé la veille. Selon lui, il m'avait vu faire du crowdsurf, tomber devant lui et quand il m'avait aidé à me relever, je l'avais poussé violemment avant de partir. Sauf que je n'ai jamais fait de crowdsurf. Et à ce moment-là, j'étais avec un autre ami devant une autre scène. Deux personnes différentes, deux situations différentes et pourtant toutes les deux convaincues de m'avoir vu. Ce jour-là, je n'ai pas seulement croisé quelqu'un qui me ressemblait, j'ai eu la sensation dérangeante que quelqu'un d'autre vivait la même journée que moi, en parallèle, et cette idée, plus de 30 ans plus tard, ne m'a jamais quitté. C'était en 1935. J'étais officier supérieur de la Royal Air Force et je survolais l'Écosse à bord de mon avion. À cause du mauvais temps, j'ai dû dévier de ma route et passer au-dessus d'un ancien aérodrome désaffecté près d'Édimbourg. Je connaissais cet endroit, je l'avais déjà vu auparavant. L'aérodrome était à l'abandon, les hangars délabrés, les pistes envahies par l'herbe. Des troupeaux de vaches broutaient là où, autrefois, des avions se posaient. Rien ne fonctionnait plus, c'était un lieu mort. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. En passant au-dessus, j'ai vu l'aérodrome en activité. Les hangars n'étaient plus en ruine, ils semblaient rénovés et entretenus. Les pistes étaient dégagées et surtout, il y avait des avions. Des appareils jaunes parfaitement alignés. Une couleur qui n'était absolument pas utilisée par la Royal Air Force à cette époque. Les mécaniciens travaillaient autour sans lever les yeux vers moi, comme si tout cela était parfaitement normal. Je me souviens avoir été profondément troublé. Pas effrayé, troublé. Je savais pertinemment que cet aérodrome était abandonné et pourtant, ce que je voyais depuis le ciel était réel, précis et cohérent. Peu après, le temps s'est dégradé et j'ai quitté la zone. 4 ans plus tard, en 1939, la guerre a éclaté. L'aérodrome a été réactivé et quand je l'ai vu, j'ai ressenti un choc étrange. Les hangars avaient été reconstruits, les pistes réaménagées et les avions étaient jaunes. Exactement comme ceux que j'avais vus ce jour-là 4 ans plus tôt. Je n'ai jamais prétendu comprendre ce que j'avais observé, je n'ai jamais parlé de vision mystique ni de miracle, je me suis contenté de relater les faits tels que je les ai vécus. Mais une chose est certaine, en 1935, en survolant ce lieu abandonné, j'ai vu quelque chose qui n'existait pas encore. Je travaillais chez Little Caesar à l'époque. Ce jour-là, j'étais à l'extérieur du restaurant, comme souvent, avec une pancarte promotionnelle à la main. Il faisait jour et le parking n'était pas particulièrement fréquenté. Je me souviens marcher près du bord du parking, concentré sur ce que je faisais, sans regarder autour de moi. Et puis, sans aucun avertissement, le noir. Pas de douleur, pas de choc ressenti, juste une coupure nette. Quand j'ai repris conscience, j'étais debout, toujours sur le parking, toujours avec la pancarte dans les mains. Tout semblait normal. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si je n'avais pas simplement eu un moment d'absence. Puis j'ai remarqué une camionnette arrêtée à proximité. Le conducteur me regardait fixement, visiblement secoué, comme quelqu'un qui venait d'éviter quelque chose de grave. Personne ne criait, personne ne courait vers moi, je n'avais mal nulle part. Je me suis alors éloigné de quelques mètres, pensant que tout allait bien, et c'est là que l'accident s'est produit. La camionnette a avancé brusquement et m'a percuté de plein fouet. Cette fois, pour de vrai. Je me suis retrouvé au sol. Les gens ont commencé à crier. Le conducteur est sorti en panique. Les secours ont été appelés. À l'hôpital, on m'a dit que j'avais eu énormément de chance. Les blessures auraient pu être mortelles. Mais ce n'est pas l'accident qui me hante. C'est ce qui s'est passé juste avant. Ce trou noir, ce moment où tout s'est arrêté. Cette impression d'avoir vécu la scène une première fois sans conséquence. Comme si quelque chose m'avait montré ce qui allait arriver. Et que la réalité avait ensuite décidé de rejouer la scène. Parfois, ce n'est pas un objet qui disparaît, une personne qui se dédouble, c'est l'ensemble d'une scène qui semble se bloquer, se corriger ou repartir comme si rien ne s'était passé. Des témoins vivent un moment impossible, puis la réalité reprend son cours sans laisser de traces claires. Ce chapitre-là rassemble ces instants où tout semble s'interrompre, parfois brièvement, avant de laisser la vie reprendre son cours. On en débat encore aujourd'hui, et plus on en parle,
moins ça a de sens. Je travaille dans une petite entreprise, une quinzaine de personnes tout au plus. Les événements se sont déroulés fin décembre, juste avant les fêtes. On nous avait proposé un arrangement. Venir travailler un samedi pour pouvoir avoir les 24 et 25 décembre libres. Presque tout le monde avait accepté, sauf une collègue dont l'anniversaire tombait ce samedi-là. Le mercredi 26 décembre, on est tous revenus au bureau. Ce jour-là, la collègue dont c'était l'anniversaire avait apporté un gâteau, des sodas, quelques snacks. On s'est retrouvés dans la salle de réunion pour fêter ça. Tout semblait normal. On a mangé le gâteau, on a plaisanté, on se souvient très clairement de certains détails. À un moment, il ne restait plus que 2 fraises sur le gâteau. La collègue a mangé l'une d'elles, une autre collègue, Z, voulait la dernière. Elles ont un peu discuté pour plaisanter, puis quelqu'un a dit qu'il fallait laisser la dernière part au patron, ce qui nous a tous fait rire. Je me souviens même de ce que portait Z ce jour-là, une robe noire assez près du corps. Un détail m'avait cependant marqué sur le moment. Une collègue, habituellement très chaleureuse, avait soudainement quitté la pièce. Elle disait ne pas supporter d'être avec nous, comme si quelque chose avait changé en elle d'un seul coup. Sur le moment, on avait trouvé ça étrange, mais on n'y avait pas prêté plus d'attention. Ce n'est que plus tard que tout a basculé. En reparlant de cet anniversaire, on a évoqué ce moment étrange, cette collègue qui s'était isolée. Et là, Z nous a regardés complètement perdus. Elle a dit qu'elle n'était pas là ce jour-là. Selon elle, c'était impossible. Elle se trouvait dans une autre ville, à un enterrement. Elle avait même une photo prise ce jour-là dans la voiture pour le prouver. On a insisté, elle a nié. Elle ne se souvenait de rien, ni du gâteau, ni des fraises, ni de la discussion, ni de la salle de réunion. Pourtant, nous étions plusieurs à nous souvenir d'elle, de sa présence, de sa voix, de sa robe. 5 personnes au moins se rappelaient très clairement qu'elle était là. 3 autres n'étaient pas sûrs, mais personne ne se souvenait d'un autre anniversaire à cette période. Il n'y en avait qu'un seul, entre octobre et mars. Tout concordait sauf la réalité. Z ne pouvait pas être là, et pourtant dans nos souvenirs, elle y était. On a passé des heures à essayer de comprendre, à chercher une explication logique, à comparer les dates, les souvenirs, les preuves. Et malgré tout, une chose reste inchangée. Je me souviens de ce jour, je me souviens d'elle, mais selon la réalité, elle n'y a jamais mis les pieds. J'étais pressé, en retard pour un rendez-vous important. Le genre de retard qui te fait prendre de mauvaises décisions. J'ai raté une sortie et je me suis retrouvé dans une voie de tourne à gauche pour faire demi-tour. À ce moment-là, mon GPS s'est actualisé et m'a indiqué que je pouvais simplement continuer tout droit. Le problème, c'est que les voies pour tourner étaient au rouge, alors que celles pour aller tout droit étaient au vert. J'étais dans la voie intérieure. Pour continuer tout droit, il fallait que je traverse une autre voie de tourne à gauche, une manœuvre déjà mauvaise, mais ce n'est pas le pire. Une voiture m'a laissé passer dans la voie d'à côté. L'angle était mauvais, je n'avais aucune visibilité sur les voitures arrivant sur la voie de droite. J'étais stressé, en colère contre moi-même, obsédé par mon retard. Alors j'ai fait quelque chose de stupide. J'ai appuyé sur l'accélérateur. À cet instant précis, j'ai eu un clignement d'yeux étrange. Pas un clignement normal, quelque chose de prolongé, accompagné d'une sensation de pression dans la tête. Comme un déclic, comme un pop, le même que quand on change brutalement d'altitude en avion. Et soudainement, mon pied n'était plus sur l'accélérateur. J'étais de nouveau à l'arrêt, dans la voie de tourne à gauche. Je n'ai pas eu le temps de comprendre. Une voiture a traversé l'intersection à pleine vitesse, essayant de griller le feu orange. Elle roulait très vite. Si j'avais avancé d'1 mètre de plus, je n'existerais plus. Le plus dérangeant, c'est que je me souviens avoir avancé. Je me souviens avoir appuyé sur l'accélérateur. Je me souviens du mouvement. Et pourtant, physiquement, je n'ai jamais quitté ma voie. Je n'ai pas vu ma mort, je n'ai pas vécu d'accident, mais je sais une chose avec certitude. J'ai pris cette décision et quelque chose à un instant précis l'a annulée. Depuis ce jour, je pense souvent à une théorie que j'ai lue il y a longtemps. L'idée que notre conscience ne nous laisse jamais mourir, qu'elle choisit toujours le chemin où l'on survit, même si cela signifie changer de trajectoire. Et parfois, je pense à l'autre version de moi, celle qui n'a pas cligné des yeux. Et en pensant à cette personne, cet autre moi, je serre un peu plus fort les gens que j'aime aujourd'hui. J'avais environ 9 ans. Ce soir-là, j'étais assis à table avec ma famille. Le dîner se déroulait comme tous les autres soirs. Mes parents parlaient entre eux, la télévision était allumée dans une autre pièce. Et dehors, il y avait les bruits habituels du quartier. Des voitures qui passent, des voix lointaines, des sons étouffés venant de l'extérieur. Puis, sans aucune transition,
tout s'est arrêté. Plus aucun bruit, plus de voix, plus de télévision, plus aucun son venant de l'extérieur. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas comme si le monde devenait lentement silencieux. Le silence est tombé d'un seul coup, de manière écrasante. J'ai immédiatement levé les yeux. Tout le monde était figé. Mes parents étaient là, assis à table, mais immobiles. Ils ne parlaient plus. Ils ne bougeaient plus. Même leur expression semblait figée, comme si le temps avait été mis sur pause. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Aucun des deux ne clignait des yeux. Je n'ai pas eu peur tout de suite. J'étais surtout confus. Et puis, j'ai entendu une voix. Une voix de femme, claire, calme. Elle ne venait pas de la télévision. Elle ne venait pas de mes parents. Et elle a dit un seul mot. Hello. À l'instant exact où la voix s'est tue, tout est reparti. Les sons sont revenus d'un coup, les conversations ont repris là où elles s'étaient arrêtées, comme si rien ne s'était passé. Mes parents se sont remis à parler normalement, la télévision continuait son programme. J'ai regardé mon père, paniqué, et je lui ai demandé s'il avait entendu quelque chose. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Sérieux? Il m'a dit oui. Il m'a expliqué qu'il avait entendu le silence, lui aussi, et qu'il avait entendu la voix, exactement comme moi. Nous n'en avons pas beaucoup reparlé par la suite. Personne n'a jamais su expliquer ce qui s'était passé, mais ce souvenir est resté intact. Pas seulement à cause de la voix, mais à cause de cette certitude étrange. Pendant quelques secondes, le monde entier s'est arrêté, et quelque chose en a profité pour parler. Certains endroits paraissent réels sur le moment. On les traverse, on les observe, on s'en souvient, parfois précisément, et pourtant, plus tard, rien ne permet de prouver qu'ils ont réellement existé. Dans ces histoires, les routes changent, des villages apparaissent puis s'effacent, et des pièces entières semblent n'avoir laissé aucune trace là où on pensait qu'elles se trouvaient. Le problème ne vient pas seulement de ce qui a été vu, mais plutôt du fait que ces lieux étaient là comme si ils n'auraient jamais dû l'être. Ce jour-là, je n'avais pas le choix. Ma voiture était en panne et j'avais un rendez-vous médical important. J'ai donc pris le bus. À l'arrêt, j'attendais le bus 204. C'est le seul qui passe par là. Il ne circule qu'une fois toutes les 3 heures. Normalement, le trajet jusqu'à Wann, ce n'est pas le vrai nom de la ville mais peu importe, dure une vingtaine de minutes. Pendant que j'attendais, une femme s'est placée à côté de moi. Elle était bien habillée, en tailleur. Elle avait l'air parfaitement normale. Nous n'avons pas parlé. Quand le bus est arrivé, je suis monté. La femme est restée elle dehors et a demandé au chauffeur, assez fort pour que je l'entende, « Est-ce que ce bus va à Vannes ?» Le chauffeur nous a regardé d'un air étrange, puis il a répondu « Non ». J'ai cru à une erreur. Le panneau indiquait clairement 204 Vannes. Tous les passagers me regardaient, gênés, confuse. Je suis alors descendu. La femme m'a alors dit calmement « Ne t'inquiète pas, l'autre arrive tout de suite ». J'ai consulté les horaires, il n'y avait aucun autre bus de prévu. Et pourtant, moins de 30 secondes plus tard, un autre bus est arrivé. C'était encore un 204. Cette fois, la destination n'était pas indiquée. J'ai hésité, puis je suis monté. Le bus était bondé. Il ne restait que 2 places assises. Une pour la femme en tailleur, une pour moi. Je lui ai demandé une dernière fois si ce bus allait bien à Vannes. Elle m'a répondu oui. Le bus est parti. La femme est descendue dès l'arrêt suivant. Ensuite, le trajet est devenu étrange. Le bus a roulé en dehors de la ville, puis il a tourné et tourné encore. Pendant plus d'1 heure, des passagers sont montés et descendus jusqu'à ce que je me retrouve seul à bord. Puis sans explication, le bus a enfin pris la direction de Vannes, sans arrêt intermédiaire, sans passagers, comme si tout ce détour n'avait jamais existé. Je suis arrivé à destination avec 1h30 de retard. J'ai pris ce bus plusieurs fois, avant et après. Le trajet dure toujours 20 minutes. Jamais plus. Je n'ai jamais revu cette femme et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression persistante. Pendant ce trajet, je n'étais pas censé être là. J'avais été élevé dans la religion mormone. À l'époque, j'étais missionnaire. Celui qu'on voit frapper aux portes, faire du porte-à-porte, essayer de convaincre des inconnus d'écouter. J'avais été envoyé en Angleterre. Mon secteur se trouvait du côté de Kings Norton, au sud de Birmingham. Les journées se ressemblaient et on n'avait pas beaucoup de succès. Un soir, avec mon compagnon de mission, on étudiait la carte de notre zone. On a repéré un petit village, un peu à l'écart, à distance de la ville. On a vérifié notre registre, aucun passage, aucun enseignement noté là-bas. Rien. Le lendemain, on y allait à vélo. Le trajet était long, avec une portion entière de campagne, silencieuse, presque vide, avant que le village n'apparaisse enfin. Et dès les premiers bâtiments, j'ai senti que quelque chose clochait. J'étais en Angleterre depuis plus d'1 an. J'avais l'habitude des villages, de l'architecture, des rues, de la façon dont les lieux respirent. Mais celui-là
ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Les bâtiments paraissaient plus modernes, plus espacés, et ça me frappait, parce que ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude dans ce coin-là. Au centre, il y avait un grand bâtiment brun très large, avec beaucoup de fenêtres. Devant, plusieurs petites tables rondes et des gens assis, en train de boire du thé, et surtout leur regard. Ils nous regardaient tous, mais pas comme on nous regardait d'habitude. Ce n'était ni de la curiosité, ni de l'agacement. C'était plat, sans émotion, long, fixe. Et le village était incroyablement silencieux, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Aucun fond sonore, pas de circulation, pas de vie ordinaire, juste ce silence et ses yeux posés sur nous. Ce qui me perturbait encore plus, c'est que mon compagnon, lui, ne semblait rien ressentir. Il ne trouvait rien d'étrange. Il avançait comme si tout était normal. Moi, au contraire, je ne pouvais pas chasser cette sensation, celle d'être à côté de la réalité. Comme si j'avais mis le pied sur un décor trop parfait. Comme si tout avait une qualité légèrement artificielle. On a quitté le centre pour aller vers une zone de petites maisons. Et là, autre détail glaçant, il n'y avait personne. Comme si tous les habitants du village se trouvaient au même endroit, près du bâtiment brun, et que le reste était vide. On a frappé à une porte, personne. Une deuxième, personne. Je commençais presque à trembler. Pas parce que je pensais qu'on était en danger, plutôt parce que j'avais la certitude d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, sans comprendre pourquoi. J'ai dit à mon compagnon qu'on devait partir. Il s'est agacé. Il m'a dit que j'exagérais, que je voyais des choses, que je devais arrêter d'être dramatique. On a insisté chacun de notre côté pendant plusieurs minutes, et comme il ne voulait pas bouger, j'ai fini par dire quelque chose que je savais qu'il prendrait au sérieux. J'ai prétendu que le Saint-Esprit me disait qu'il fallait partir. Là, il a cédé. On est parti immédiatement. Il râlait encore en quittant le village, mais une fois de retour en ville, il s'est comporté comme si rien ne s'était passé. J'ai essayé d'en reparler plus tard. Il a juste admis, vaguement, que oui, c'était un peu étrange, et on n'y est jamais retourné. Des années plus tard, le souvenir me revenait encore, intact. Alors, sur un coup de tête, j'ai ouvert Google Maps. Je pensais pouvoir retrouver l'endroit, je savais exactement où il devait se situer, dans cette zone au sud de Birmingham. J'ai cherché, rien. Pas de village, pas de centre, pas de grand bâtiment brun. Rien à l'endroit où j'étais certain d'avoir été. Il y avait juste une route. J'ai passé près d'une demi-heure à scruter la carte, à chercher autour, à élargir, à recouper. Et plus je cherchais, plus la question devenait insupportable. Où étions-nous allés ce jour-là? Parce que dans ma mémoire, ce village existe. Je l'ai traversé, je l'ai vu, je l'ai senti. Je me souviens du silence, je me souviens de ces regards vides. Mais sur la carte, il n'y a rien. Et ça, c'est peut-être ce qui me dérange le plus. L'idée que pendant un moment, j'ai marché dans un endroit qui n'était pas censé être là. J'avais 19 ans à l'époque. Je rentrais seul, de nuit, après avoir conduit pendant plusieurs heures. J'étais fatigué, mais je connaissais bien cette route. Je l'avais déjà empruntée auparavant, et il n'y avait rien d'inhabituel au départ. À un moment, pourtant, j'ai commencé à me sentir étrange. La route me semblait différente, pas dangereuse, juste décalée, comme si quelque chose n'était plus exactement à sa place. J'ai traversé une zone avec des maisons que je ne reconnaissais pas. Elles avaient une apparence inhabituelle, très différente de ce que l'on trouve normalement dans cette région. Je ne saurais pas dire pourquoi précisément, mais tout me paraissait faux, comme si je n'étais pas censé être là. Je me souviens m'être arrêté un instant, confus, avant de reprendre la route. Puis, sans transition claire, tout est redevenu normal. La route que je connaissais était de nouveau là, le paysage familier. Aucun signe de ce que je venais de traverser. Sur le moment, je me suis dit que la fatigue avait dû me jouer un tour. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une mauvaise surprise. Ma voiture avait disparu. Elle n'était plus garée là où je l'avais laissée. J'ai d'abord cru à un vol. J'ai vérifié autour, j'ai appelé, j'ai cherché, mais rien. La voiture n'a jamais été retrouvée. Avec le recul, ce n'est pas seulement la disparition du véhicule qui me trouble, c'est ce sentiment persistant que, la veille au soir, j'ai traversé un endroit qui ne correspondait à rien de connu. Un endroit que je n'ai jamais réussi à retrouver, même en repassant par cette route par la suite. Je n'ai aucune preuve que les deux événements soient liés, je n'ai aucune certitude sur ce que j'ai vu, mais je sais une chose. Ce soir-là, quelque chose n'était pas normal, et le lendemain, une partie très concrète de ma réalité avait disparu. Quand j'étais enfant, il y avait une pièce dans notre maison que je connaissais parfaitement. Elle se trouvait au bout du couloir, juste après les chambres. Une petite pièce, sans rien de particulier. Pas une chambre, pas un placard, juste une pièce en plus. Je m'en souviens très clairement. La porte était toujours fermée. Elle n'était pas verrouillée, mais on ne l'ouvrait jamais. Je savais simplement qu'elle était là, comme on sait que certaines choses existent sans jamais vraiment y penser. Un jour, en grandissant, je me suis demandé à quoi elle servait. J'ai demandé à mes parents ce qu'il y avait dans cette pièce au bout du couloir,
et ils m'ont regardé surpris. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de pièce au bout du couloir. J'ai insisté, je leur ai décrit l'endroit, l'emplacement exact, la porte, la manière dont le couloir se terminait. Ils ont ri doucement en pensant que je confondais avec autre chose, alors je les ai emmenés dans le couloir. Arrivé au bout, il n'y avait rien. Le couloir se terminait net. Un mur, aucune porte, aucun espace supplémentaire. Je me souviens avoir ressenti une panique étrange. Pas de peur, quelque chose de plus déroutant. Comme si une partie de mes souvenirs venait d'être invalidée sous mes yeux. Je sais que cette pièce existait, je me souviens de l'avoir vue, de l'avoir contournée, de l'avoir intégrée à la maison mentalement. Et pourtant, selon mes parents, selon les plans de la maison, selon la réalité matérielle, elle n'a jamais existé. Je n'ai jamais trouvé de photos, jamais trouvé de traces, jamais trouvé quelqu'un d'autre qui s'en souvienne. Aujourd'hui encore, je peux fermer les yeux et visualiser cette pièce, son emplacement, sa porte, l'impression qu'elle donnait. Mais dans le monde réel, elle n'a jamais été là. Certaines expériences laissent cette étrange impression qu'il y a eu une rupture dans le déroulement normal des choses. Un accident qui aurait dû arriver mais qui n'arrive pas. Un souvenir qui ne correspond pas aux faits. Une scène partagée par plusieurs personnes puis effacée aussitôt. Dans ce dernier chapitre, tout donne l'impression d'un monde qui continue à exister avec des anomalies impossibles à ignorer. C'était en novembre 2012. J'étais en patrouille comme d'habitude. Rien d'exceptionnel, jusqu'à ce qu'une Dodge Challenger SRT8 me dépasse sur l'autoroute à une vitesse complètement folle, presque 100 miles à l'heure dans une zone limitée à 55. J'ai fait demi-tour immédiatement. La poursuite a commencé. La Challenger allait de plus en plus vite. De mon côté, ma voiture ne pouvait pas dépasser les 131 miles par heure. À un moment, il a pris une route secondaire, une longue portion droite vallonnée qui se termine par une intersection en T. Je l'ai presque perdu de vue, mais j'ai aperçu ses feux arrière juste à temps pour le voir tourner à l'est à l'intersection. C'est là que tout s'est joué. Quand je suis arrivé à environ 200 mètres de l'intersection, j'ai jeté un coup d'œil à mon compteur et j'allais beaucoup trop vite pour m'arrêter, entre 95 et 100 miles par heure. J'ai compris instantanément que j'avais fait une erreur fatale. J'ai écrasé les freins, j'ai vu le talus arriver à toute vitesse, je me souviens très clairement de ce moment précis. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de veiller sur mes enfants parce que dans ma tête, j'étais déjà mort. Il n'y a pas eu de choc, pas de bruit, pas de crissement de pneus, pas de verre brisé, pas d'airbag. J'ai juste ouvert les yeux et j'étais en train de rouler vers l'est à environ 50 miles par heure, comme si j'avais déjà passé l'intersection. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je n'ai aucun souvenir de la manœuvre, aucun souvenir d'avoir tourné, aucun souvenir d'avoir ralenti et pourtant j'étais là, en vie. La poursuite, elle, s'est terminée plus loin. Un autre agent avait déployé des herses sur la route. Sur la vidéo de la caméra embarquée, on voit que j'étais 35 secondes derrière la Challenger. Tout est normal, tout est logique, je n'arrête pas d'y penser. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que mon cerveau a effacé l'instant où j'aurais dû mourir? Est-ce que l'univers est intervenu? Je n'ai aucune réponse. Je sais juste qu'à cet instant précis, sur cette route, je n'aurais pas dû être en vie. Il y a 4 ans, je rentrais tard d'un chantier. Le trajet jusqu'au dépôt durait environ 2h30. Je conduisais sur une vieille route, près d'anciennes mines. Pas d'éclairage, rien autour, juste l'asphalte et l'obscurité. Je me souviens très clairement de ce qui s'est passé ensuite. J'ai été arrêté par un policier. Les gyrophares, le bruit de la radio, il s'est approché de ma fenêtre, puis tout s'est brouillé. Je me souviens m'être réveillé par à-coups. Je regardais vers le bas, mon bras gauche avait disparu. Il y avait un garrot serré autour de ce qu'il restait de mon bras, tellement serré que la douleur était insupportable. Une douleur vive, écrasante, je la sentais réellement. Ensuite, je me suis réveillé à l'hôpital, en soins intensifs. Mon père et mon frère étaient là. J'ai essayé de parler, mais un tube m'en empêchait. Mon premier réflexe a été de regarder mon bras. Et il était là, intact. Je ne comprenais rien. Selon le rapport de police, voilà ce qui s'était réellement passé. Je roulais à environ 65 ou 70 miles par heure quand j'ai percuté de plein fouet un pick-up arrêté au milieu de la route, feu éteint. Le conducteur était ivre et inconscient. Mon camion de travail a été complètement détruit. J'ai été héliporté et intubé sur place. Et pourtant, je m'en suis sorti avec un bilan presque absurde vu de l'accident. Une clavicule cassée, 2 côtes, le coccyx, un énorme hématome dû à la ceinture de sécurité. Rien d'autre. Pas de bras arrachés, pas de garrot, pas d'amputation. Et le plus troublant, ce n'est pas l'accident en lui-même, c'est ce souvenir. Je me souviens distinctement d'avoir été arrêté, d'avoir regardé là où mon bras aurait dû être. Je me souviens distinctement de la douleur du garrot. Et pourtant, selon les faits, aucun policier ne m'a jamais arrêté cette nuit-là. Je sais que le cerveau peut créer des faux souvenirs. Je sais que le traumatisme peut effacer ou déformer certaines choses. Mais fabriquer un souvenir aussi précis,
un bras manquant, une douleur aussi réelle. Parmi tous les souvenirs de cette nuit, ce sont les seuls que je n'ai jamais oubliés. Tout le reste a disparu et parfois une question me traverse l'esprit malgré moi. Et si ce que je me rappelle était arrivé ailleurs? C'était en 2019. Je travaillais comme serveuse dans un bar sportif assez connu. Ce soir-là, je prenais mon service du soir. Le trajet entre chez moi et mon travail durait environ 1 heure. Je conduisais tranquillement. La radio passait en fond, les arbres défilaient, et comme c'était l'automne, le paysage était particulièrement beau. 15 minutes après le départ, je l'ai vue. Une jeune fille marchait sur le bas-côté de l'autoroute. Elle devait avoir l'âge d'une adolescente. Des cheveux foncés, tressés en couette, et surtout, un sac à dos rose fluo. Impossible de la manquer. Je me souviens très clairement de ce détail parce que j'ai hésité à m'arrêter pour lui demander si elle avait besoin d'aide. J'ai finalement renoncé. Trop de documentaires de true crime, trop de mauvaises histoires. J'ai continué ma route. 30 minutes plus tard, j'approchais d'un grand pont. Ce moment précis où l'on se dit qu'on est presque arrivé. Il me restait à peine 10 minutes de trajet. Et là, je l'ai revue. La même fille, les mêmes tresses, le même sac rose. J'ai immédiatement ralenti, incrédule. Depuis la première fois, je roulais au moins 80 miles par heure. Il n'y avait absolument aucune chance qu'elle ait pu parcourir cette distance à pied avant moi. Je me suis dit que j'avais dû imaginer la première fois, que mon cerveau avait fait un raccourci stupide. Mais ce n'était pas fini. En arrivant près de mon travail, il faut emprunter une petite route qui fait une sorte de boucle avant d'atteindre le parking. Et là, juste au bord de cette boucle, elle était encore là. Exactement la même. Je pouvais même me souvenir de ce qu'elle portait. Tout concordait. Je me suis garé. Mes collègues étaient dehors, à l'arrière du bâtiment, en train de fumer. Ils avaient une vue directe sur cette boucle. Je suis sorti précipitamment et je leur ai demandé s'ils avaient vu la jeune fille marcher là-bas. Ils se sont tous retournés. Il n'y avait personne. Elle avait disparu. Il n'y avait pourtant nulle part où aller. Le restaurant, un autre commerce fermé et rien d'autre autour. Ce n'était pas la première fois que je voyais quelque chose que personne d'autre ne voyait. Mais c'est la plus récente et celle qui me trouble encore aujourd'hui. Je n'ai jamais compris comment elle pouvait être là. Encore et encore. Toujours en avance sur moi, ni où elle est allée, ni si elle marchait vraiment sur cette route, ou alors si elle m'attendait. J'étais avec ma mère dans un grand magasin, un magasin assez banal, pas particulièrement fréquenté ce jour-là. Mes deux frères et sœurs s'étaient éloignés pour aller voir autre chose, nous laissant seuls toutes les deux. Nous montions sur un escalator assez long, entre 2 étages. Il n'y avait personne d'autre dessus, personne devant nous, personne derrière. Arrivé à peu près à mi-chemin, j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un a murmuré mon prénom, juste derrière mon oreille. J'ai sursauté et j'ai tourné la tête vers ma mère, persuadé que c'était elle. Elle me regardait déjà, avec exactement la même expression que moi. Elle avait entendu quelque chose aussi. J'ai à peine eu le temps de lui demander si elle avait entendu que la voix s'est manifestée à nouveau, plus forte, plus claire. Mon prénom, chuchoté comme si quelqu'un se tenait juste là, derrière moi. J'ai regardé autour de nous, les étages au-dessus, en dessous, l'escalator, les alentours. Il n'y avait absolument personne. Mes frères et sœurs n'étaient pas en vue, et même s'ils avaient été là, ils n'auraient jamais pu projeter leur voix de cette manière. Le son venait de tout près, beaucoup trop près. Ma mère m'a dit de laisser tomber, de ne pas y penser, comme si ce n'était rien. Mais ce n'était pas rien. Je n'ai jamais ressenti ça comme une présence paranormale. L'idée d'un fantôme dans un grand magasin n'a aucun sens, et surtout, pourquoi m'appeler moi? Ce qui me dérange encore aujourd'hui, ce n'est pas tant la voix, c'est le fait que nous l'ayons entendue toutes les deux. Si j'avais été seul, j'aurais pu me dire que j'avais imaginé, mais ce n'était pas le cas. Des années plus tard, je n'ai toujours aucune explication. Et parfois, quand je repense à ce moment précis, une question me traverse l'esprit. Si quelqu'un m'a appelé ce jour-là, qu'est-ce qu'il attendait que je fasse? À cette période de ma vie, je vivais à Toronto. Rien n'allait particulièrement mal. J'avais un travail, un appartement, une routine stable. Pourtant, j'avais une sensation persistante que quelque chose clochait. Pas une angoisse franche, plutôt une impression diffuse que le monde autour de moi fonctionnait de manière artificielle. Les rues me semblaient différentes. Des endroits que je connaissais depuis longtemps paraissaient soudain étrangers. Les gens aussi. Certains comportements me frappaient. Des inconnus me parlaient de façon étrange, comme s'ils récitaient quelque chose. Les conversations semblaient mécaniques, répétitives, sans spontanéité. J'avais parfois l'impression que les mêmes situations se reproduisaient avec de légères variations. Un jour, alors que je me déplaçais en ville, j'ai été arrêté par des agents. Ils ne m'ont pas expliqué clairement pourquoi. On m'a emmené dans un bâtiment officiel où tout était propre, silencieux, plutôt impersonnel. Les personnes que j'y ai croisées, policiers,
employés, figures d'autorité, semblaient parfaitement calmes et presque trop. Personne ne paraissait surpris par ma présence. On m'a posé des questions sur ma vie, sur ce que je faisais, sur mes habitudes. Certaines questions étaient précises, personnelles, comme si des détails me concernant étaient déjà connus. Je me souviens surtout d'un sentiment très fort, celui de ne rien contrôler. Et peu importe ce que je répondais, la situation ne changeait pas. J'ai été retenu un certain temps. Je ne saurais pas dire combien, le temps était flou. Il n'y avait pas de repère clair. Puis, aussi soudainement que tout avait commencé, on m'a laissé partir. On ne m'a donné aucune explication. On m'a simplement dit de rentrer chez moi. Et je l'ai fait. À partir de ce moment-là, tout a semblé redevenir normal. Les rues avaient retrouvé leur aspect familier. Les gens se comportaient comme avant. La réalité paraissait cohérente. Mais moi, j'avais changé. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression persistante. Pendant un moment, j'avais été mis à l'écart, comme si quelque chose avait dysfonctionné, puis avait été remis en place. Je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé à Toronto pendant cette période. Je n'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante. Je sais seulement que, depuis ce jour-là, je regarde le monde autour de moi avec une méfiance nouvelle. Pas de peur, juste l'impression troublante que tout peut, parfois, basculer sans prévenir, puis reprendre exactement comme avant. Cette histoire ne m'est pas arrivée directement. Elle est arrivée à ma grand-mère. Un jour, alors qu'elle était seule chez elle, le téléphone a sonné. Elle a décroché. À l'autre bout du fil, un homme. Il avait l'air un peu hésitant. Il a demandé à parler à une certaine Annabelle. Ma grand-mère lui a répondu qu'il s'était trompé de numéro. Il n'y avait personne de ce nom chez elle. L'homme s'est excusé, un peu embarrassé, puis a dit quelque chose d'étrange. Il a répondu que ce n'était pas grave, qu'il rappellerait plus tard. Ma grand-mère a raccroché. Elle a trouvé l'appel bizarre, mais sans plus. Elle a tout de même noté le numéro. Les années ont passé, et bien plus tard, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma fiancée. Un jour, en parlant avec sa famille, le sujet des appels étranges est venu sur la table. Sa mère a raconté qu'avant sa naissance, sa propre mère avait reçu un appel étrange. Un homme avait demandé à parler à Annabelle. C'était le prénom qu'ils avaient choisi pour leur future fille. Mais à l'époque, elle n'était pas encore née. Quand le numéro a été évoqué, quelque chose m'a glacé. C'était le numéro de téléphone de ma grand-mère. Et l'appel avait eu lieu avant la naissance d'Annabelle. Et pourtant, quelqu'un avait appelé en demandant à lui parler. Quand j'étais enfant, il y avait une chose dont j'étais absolument certain. À l'entrée de notre maison, il y avait un élévateur pour fauteuil roulant. Pas une rampe improvisée, un vrai système mécanique, une plateforme métallique montée sur un rail avec un moteur électrique. Je me souviens du bruit qu'il faisait quand il fonctionnait. Il avait été installé pour ma grand-mère. Je me souviens des travaux, des trous percés dans le béton, de l'odeur de la résine utilisée pour fixer les ancrages, des discussions à propos du coût. Des années plus tard, en reparlant de la maison, j'ai mentionné cet élévateur. Mon père m'a regardé, surpris, et il m'a dit que ça n'avait jamais existé. J'ai insisté, je lui ai décrit l'installation, les rails, le moteur, les fixations, et il a nié. Selon lui, ma grand-mère n'avait jamais vécu dans cette maison. Il n'y avait jamais eu de fauteuil roulant, aucun élévateur, aucun travaux. J'ai regardé l'entrée de la maison, il n'y avait aucune trace, aucun trou, aucun ancrage, rien. Comme si l'installation n'avait jamais existé. Pourtant, je me souviens parfaitement du bruit métallique sous mes pieds. J'avais environ 8 ans. Un jour, sans raison apparente, j'ai regardé mon père et je lui ai dit très calmement « Ils sont à l'hôpital, maman va appeler ». Je n'étais pas inquiet, je n'avais pas d'émotion particulière. Mon père m'a demandé de quoi je parlais et je n'ai pas su répondre. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. Ma mère venait d'avoir un grave accident de voiture. Son véhicule avait été percuté de plein fouet sur le côté. Elle s'était cassé le poignet. Ma sœur, qui était avec elle, allait bien. Je n'avais rien entendu, je n'avais vu aucun accident, mais j'avais dit exactement ce qui allait arriver. Et ça, mon père s'en souvient encore aujourd'hui. C'était pendant un cours de conduite. Nous étions assis dans une salle de formation classique, plusieurs élèves autour de tables disposées en U. L'instructeur parlait, l'ambiance était calme, presque monotone. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Soudainement, un bruit a retenti, un bruit extrêmement violent. Le son clair et sec d'une vitre qui éclate. Tout le monde a sursauté, plusieurs personnes ont crié. Instinctivement, les regards se sont tournés vers la même table. Ce qu'il y avait dessus était impossible. La surface de la table était recouverte d'une matière sombre, rougeâtre, épaisse.
Il y avait du sang et autre chose, une substance qui ressemblait à de la matière organique, comme des morceaux de chair ou de cerveau. L'odeur était insupportable, métallique, écœurante. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Certains élèves ont commencé à vomir, d'autres criaient, paniquaient, se levaient précipitamment. Et je me souviens d'un détail très précis. Je n'arrivais pas à bouger. Mon corps était complètement figé, comme paralysé. Mon esprit fonctionnait, mais je ne pouvais pas réagir. J'étais conscient de tout, mais incapable de détourner le regard ou de faire un pas en arrière. Puis, sans aucune transition, tout a disparu. La table était propre, parfaitement propre. Il n'y avait plus aucune trace de sang, plus aucune odeur, plus aucun débris. Comme si rien ne s'était jamais produit. Les gens ont commencé à parler tous en même temps. Certains pleuraient, d'autres demandaient s'ils avaient rêvé. Plusieurs élèves affirmaient avoir vu la même chose que moi. L'instructeur, lui, semblait totalement perdu. Il jurait n'avoir rien vu. Pour lui, le cours n'avait jamais été interrompu. Mais nous étions plusieurs à avoir entendu le même bruit, à avoir vu la table couverte de cette manière, plusieurs à avoir été physiquement affectés par ce qui venait de se produire. Le cours a repris. Personne n'a appelé les secours ou quitté la salle, comme si la réalité avait décidé d'ignorer ce qui venait de se passer. Mais moi, je n'ai jamais oublié, parce que ce jour-là, quelque chose de profondément impossible est apparu devant nous, et quelques secondes plus tard, a été effacé. Cette histoire-là est arrivée à mon grand-père, et c'est lui qui me l'a raconté. À l'époque, il travaillait dans l'Arctique canadien, un environnement dur, isolé, où le silence est constant et où la moindre erreur peut être fatale. Il connaissait bien ces terres, il savait reconnaître les dangers réels, le froid, la fatigue, l'isolement. Un jour, alors qu'ils se trouvaient à l'extérieur avec un collègue, ils ont entendu quelque chose. Un sifflement. Pas le vent, pas un animal, un son clair, répété et volontaire. Ils ont levé les yeux. Au loin, sur une légère hauteur, il y avait une silhouette humaine. Elle se tenait droite, immobile, trop éloignée pour distinguer un visage, mais suffisamment proche pour que ce soit évident. Ce n'était pas un animal. Le sifflement a recommencé. Mon grand-père a ressenti un malaise immédiat, pas une panique, plutôt une certitude profonde. Il ne devait pas répondre, il ne devait pas s'approcher. Ils sont restés immobiles, observant la silhouette, puis lentement, elle a commencé à s'élever. Pas à grimper ou à reculer, à flotter. Les mouvements étaient fluides, presque naturels, comme si la gravité ne s'appliquait plus à elle. Après quelques secondes, la silhouette a disparu, sans bruit, comme absorbée par le paysage. Le sifflement s'est arrêté et ils ne se sont pas parlé tout de suite. Ils sont rentrés. Ils n'ont jamais essayé de suivre cette chose. Comme mon grand-père racontait cette histoire, il ne cherchait jamais à l'expliquer. Il ne parlait ni d'esprit, ni d'ovnis, ni de phénomènes surnaturels. Il se contentait de dire « ce jour-là on a vu quelque chose qu'on n'était pas censé voir ». Il ajoutait toujours la même chose avec un sérieux absolu. Ils étaient deux et ils ont vu la même chose. Et dans un endroit où les dangers sont concrets, mesurables, mortels, ce qui l'a le plus marqué, ce n'était pas la peur, c'était le sentiment que cette chose savait qu'il était là. Comme si pendant un court instant, leur monde s'était croisé, puis chacun est reparti de son côté. Mesdames et messieurs, on en a fini avec cet iceberg des bugs dans la réalité. Alors c'était un iceberg avec une trame assez particulière, on n'était pas du moins sombre au plus sombre ou du plus connu au moins connu. J'ai plutôt découpé le truc par chapitre parce qu'on parle de témoignages, donc c'est assez compliqué de classer vraiment par ordre d'importance ou de popularité, je trouve en tout cas. J'espère que ces histoires vous ont intéressé, qu'elles vous ont plu. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous raffiche juste ici. C'était un plaisir pour moi de vous partager toutes ces histoires. J'ai trouvé que c'était assez particulier, intéressant mais assez étrange quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!